Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête de Ramadan à tous. L'Aïd el-Fitr est d'ailleurs le premier titre de votre journal. C'est la fête qui marque la fin d'un mois de jeûne. Prière collective ce matin à la grande mosquée de la Riviera Golfe avec des messages forts, fraternité, paix et cohésion sociale. Le Premier ministre représentait le chef de l'État. La fête de Ramadan qui coïncide avec le lancement ce mardi des assises des femmes magistrats d'Afrique par le vice-président. Daniel Kablan-Duncan est revenu sur les efforts de l'État pour la promotion des femmes dans le dispositif judiciaire en Côte d'Ivoire. Et dans ce 20h, votre dossier Éco Plus avec cette interrogation. Que devient l'ancienne boucle du cacao? Comment la région du centre a-t-elle perdu sa place de premier producteur de cacao? Élément de réponse dans le dossier Éco Plus et c'est tout à l'heure. Enfin, hors de nos frontières, la Cour de cassation française valide l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Bienvenue dans votre 20h. Comme annoncé, la fête de Ramadan, justement, va dominer l'actualité de ce soir. Déjà, ces mots forts des guides religieux, fraternité, paix et cohésion sociale, message à l'occasion de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin d'un mois de jeûne, célébration à la mosquée de la Riviera Golfe en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le Premier ministre représentait le chef de l'État. Les temps forts avec Jérôme Kofi Aboulin et Aboulaye Koné. Sur l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golfe, les fidèles musulmans sont sortis nombreux pour marquer la fin du mois de Ramadan. C'est le mois du partage, comme on le dit. Donc vraiment, on a été tout heureux de rompre le jeûne en famille, avec des musulmans et des non-musulmans. Donc c'est un mois très sacré et très important pour tout le monde. Un mois de pénitence pour recharger ses batteries spirituelles, mais également un mois de partage et de pardon. La situation que nous avons vécue à Béomi nous ramène à la bonne considération de notre foi parce que ceux qui ont la foi, qui croient en Dieu, ne peuvent pas poser ces différents actes de destruction et je pense que la raison a prévalu au bout du compte. La sérénité est revenue, la paix est revenue, les différentes confessions font leurs actes de sensibilisation. Nous prions Allah pour que ce genre de situation ne survienne nulle part en Côte d'Ivoire et même nulle part dans le monde. Lors de son sermon, l'imam a rappelé tous les bienfaits du mois de Ramadan, un mois qui a duré cette année 29 jours. Mamadou Traoré a surtout noté l'inquiétude de la communauté musulmane face aux violences et propos enflammés observés dans notre pays. Il nous a donné de constater ces derniers temps la tenue de propos et de discours enflammés. Ces agissements ont fortement contribué par le passé à la survenue et à l'entretien de la sanglante et meurtrière crise post-électorale 2010-2011. Nous devons tirer les leçons du passé pour mieux appréhender et construire le présent et le futur. J'interpelle donc tous les acteurs politiques et les exhorte de façon solennelle, avec insistance, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Représentant le chef de l'État, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a remercié les guides religieux pour leur rôle dans la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je voudrais formuler le vœu au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara, que toutes les prières qui ont été formulées à l'endroit de la Côte d'Ivoire, à l'endroit de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, soient exaucées par le Tout-Puissant. Je voudrais adresser à toute la communauté musulmane, ainsi qu'à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens, les vœux de santé et une bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Je voudrais également que toutes les prières qui ont été formulées à l'endroit du président de la République, que le bon Dieu donc les exauce. Amen. Il faut que notre pays puisse consolider la paix retrouvée, que nous puissions bannir de nos propos et de comportements tout ce qui peut diviser.
La prière marquant la fin de ce mois propice aux actes de dévotion et de solidarité a pris fin par une série de bénédictions pour une Côte d'Ivoire stable et prospère. À cette occasion, les fidèles musulmans ont bénéficié du soutien de leurs camarades des autres religions. Et après la Riviera Golfe, on part à Abobo pour voir comment la communauté musulmane a marqué la fête de Ramadan en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, maire d'Abobo. L'imam a appelé à la paix, à l'entente et à l'unité. Abou Sanogo. La fête de l'Aïd el-Fitr est un jour de reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits. Fête de la rupture du jeûne, l'Aïd el-Fitr marque la fin du mois du Ramadan. Dans la commune d'Abobo, plus précisément à la place du rond-point en face de la mairie, les fidèles musulmans ont en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, maire d'Abobo, célébré l'événement. Une célébration marquée par la prière publique de 2 rakats de l'ensemble de la communauté musulmane, suivie du sermon de l'imam El Hadj Mouri Moussa. Lequel imam a rappelé l'importance de la zakat ou l'aumône de la rupture du jeûne. Il a appelé les fidèles à l'union, à l'entente et au pardon. Puis a fait des bénédictions pour le président de la République Alassane Ouattara, pour le gouvernement ainsi que pour le maire de la commune d'Abobo, qui lui s'est félicité des prières des guides religieux pour la Côte d'Ivoire. Je fais des prières en tout cas pour la bonne santé de chacun de nos administrés, le bonheur dans leur famille, et au nom de tous les habitants d'Abobo, je voudrais faire des prières pour le président de la République, pour sa santé, sa longévité, ainsi que pour le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, afin que la Côte d'Ivoire soit dirigée avec sagesse pour le bonheur des Ivoiriens. Et à l'ensemble des Ivoiriens depuis Abobo, je veux faire en tout cas tous mes voeux de bonne santé, que nous soyons des communautés en paix, où il y a la tolérance, il y a l'amour entre les communautés, puissions vivre en harmonie et en paix. C'est le plus important et dans le bonheur partagé. L'Aïd el-Fitr est un jour de sacrifice. Un jour pour renouer les liens de parenté avec les proches. Aussi, une occasion de renouvellement des liens de fraternité et d'amitié. Il est célébré le 10e mois de l'année égérienne. Retour encore sur ces moments riches en prières et en bénédictions à la Riviera 3, à Trècheville, à Agma, Yopougon et à Grand Bassam avec nos différents reporters. Mosquée de la Riviera 3 pour la grande prière de la fête de Ramadan, officier Passero Vamara, imam adjoint de la mosquée. Même si la fête du Ramadan marque la fin du mois du jeûne, l'imam invite les croyants à préserver les acquis de ce mois en multipliant prières et adorations. Notre vœu, ce sont des vœux de paix et de stabilité pour notre pays. La fête de Ramadan est célébrée le premier jour du mois de Shawwal, 10e mois du calendrier égérien. À la mosquée de l'avenue 8, siège du COSIM, Conseil supérieur des imams, l'imam Cheikh Bakari et le ministre François Albert Micha, maire de la commune de Trècheville, ont appelé à la cohésion et à la paix. Se joindre à toute cette communauté pour demander à Dieu qu'il accorde la paix à la Côte d'Ivoire. L'imam Cheikh Bakari a ensuite demandé aux musulmans d'être exemplaires dans leur comportement de tous les jours. Les fidèles musulmans de la gendarmerie nationale et leurs familles ont prié à la mosquée de la caserne d'Agma. L'imam de la mosquée d'Agma, Abdul Kader Doumbia, a saisi l'occasion pour inviter les fidèles à la culture de la paix, de la tolérance, avant d'inviter les gendarmes à ouvrir leur cœur pour le bonheur du pays. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Alexandre Apalo Touré, tout en invitant les gendarmes à la solidarité et au partage, a profité de cette tribune pour rendre un hommage aux épouses des gendarmes qui soutiennent au quotidien leur mari en prière. Les musulmans de la commune de Yopougon n'ont pas dérogé à la règle ce mardi matin, avec à leur côté le premier magistrat de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Kone. Pendant son sermon, l'imam Dosso Aboubakar a appelé les fidèles musulmans à privilégier la paix et la tolérance. Il a ensuite fait des bénédictions et enfin, il a fait des prières pour les autorités et pour tous ceux qui traversent en ce moment des difficultés. Dès 9h, les fidèles musulmans de la mosquée centrale de Grand Bassam accueillent l'imam principal, Cheikh Adjatou Sanogo. Le guide religieux dans son sermon prône la paix et la cohésion. Le message de l'imam bien perçu par les fidèles. Plus loin, à la grande mosquée Fatmata Zahra, l'imam Moussa Dramé, au cours de son sermon, véhicule le même message de paix.
La fête de l'Aïd el-Fitr marque la fin du jeûne du mois de Ramadan, quatrième pilier de l'islam. Même message de paix, d'entente et de cohésion sociale à Bouaké. Les fidèles musulmans étaient nombreux au rendez-vous de prière. Regardez. Jour de pardon, de réconciliation et de fraternité. La fête de l'Aïd el-Fitr marque la fin du mois du jeûne du Ramadan, occasion pour les musulmans de faire la prière de l'Aïd. Les fidèles du quartier Djambrou de Bouaké ont prié dans la piété. L'imam Kounaté s'est apaisanti sur les valeurs de paix et d'amour de l'islam. Ils sont venus nombreux les fidèles musulmans de Bouaké Air France 1 pour la prière marquant la fin du mois du jeûne du Ramadan. Ndiaye Mohamed, imam de la mosquée Rama de Bouaké Air France rue 27, dans son sermon a appelé les fidèles à la paix et à la cohésion sociale pour une réconciliation totale durable en Côte d'Ivoire. Après la prière, la fête dans les familles. Mosquée Salam, prière de l'Aïd el-Fitr. Parés de leurs plus beaux boubous, les fidèles musulmans ont sacrifié à cette tradition. Après les 2 rakats recommandés, l'imam Kone Yaya est revenu sur le comportement adopté pendant ce mois saint. Le guide religieux a exhorté ses coreligionnaires à préserver ses acquis. Des prières ont été adressées à Dieu pour le retour définitif de la paix à Béoumi. Bouaké Air France 3, la mosquée Yassine a fait son plein. Après les 2 traditionnels rakats, l'imam Diabaté Ahmed a invité les fidèles musulmans à être des exemples dans la société. Le serviteur de Dieu les a exhortés à promouvoir les valeurs de paix, de partage, de tolérance et de solidarité. Toujours dans son sermon, l'imam a demandé aux musulmans de prier pour la paix et les autorités de la Côte d'Ivoire. L'imam Kone Moussa, officiant la prière de l'Aïd el-Fitr, s'est longuement prononcé sur les mérites du jeûne du Ramadan. Pour le guide religieux, chaque musulman doit continuer à adopter les comportements observés pendant le mois de Carême. Et voilà, l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin d'un mois de jeûne, a été célébré partout en Côte d'Ivoire ce mardi. L'événement a coïncidé avec l'ouverture des assises des femmes magistrats d'Afrique en présence du vice-président. Daniel Kablan-Duncan est revenu sur les efforts de l'État pour la promotion des femmes dans le dispositif judiciaire en Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs le 2e titre de ce 20h traité par Michel Digré. La mise en œuvre des normes juridiques incombe aux magistrats qui disposent des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux. Toutefois, les juges nationaux ont tendance à beaucoup plus appliquer les instruments juridiques de leur pays. Pour corriger cet état de fait, l'Association des femmes magistrats de Côte d'Ivoire tient cette rencontre régionale des femmes juges d'Afrique. Elles plancheront sur la coopération judiciaire pour la mise en œuvre des normes juridiques internationales. En général, les textes de la grande criminalité, ce sont des textes internationaux, régionaux, sous-régionaux. On voudrait avoir quelques outils pour rassembler tous les magistrats de la sous-région pour mettre en pratique réellement tous ces textes internationaux pour réprimer la grande criminalité. Lançant les travaux des assises, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rappelé les actions de l'État de Côte d'Ivoire pour une meilleure prise en compte du genre dans le domaine de la justice. À ce niveau, la Côte d'Ivoire s'honore d'avoir à plusieurs reprises confié le département de la justice et des droits de l'homme à des dames. Nous observons que les femmes en général peuvent et doivent davantage aider à relever les nombreux défis auxquels notre continent, l'Afrique, doit faire face. Plus spécifiquement, les femmes magistrats doivent pouvoir contribuer à aider nos États à intégrer complètement les systèmes mondiaux, partageant les bonnes pratiques juridiques et leur permettre ainsi d'entrer dans la catégorie des pays dits coopératifs. Ces assises d'Abidjan constituent une opportunité de partage d'expériences et de plaidoyer pour une meilleure application du droit sur le continent. Au chapitre politique, nous allons revenir sur cette adhésion du président du Sénat au RHDP. Dans cet élément, Jeannot Aoussou-Kouadio explique son choix à ses parents de Didier Vie. Kader Sogodogo. Combien était-il à répondre à l'appel de Jeannot Aoussou-Kouadio à Didier Vie? Une forte mobilisation de toute une région qui fait corps avec son fils qui a choisi de rejoindre la grande famille des oufouettistes, le RHDP. Les raisons, le leadership d'Alassane Ouattara et son engagement pour le mieux-être de chaque Ivoirien. Au nom de ma loyauté déclarée au président Alassane Ouattara, je voudrais à présent et à titre personnel lui adresser mes sincères remerciements
et ma profonde gratitude pour l'opportunité qu'il a bien voulu me donner de travailler à ses côtés dans l'ambitieux programme de construction de la Côte d'Ivoire moderne. Là-dessus, le ministre Patrick Hachi l'a développé suffisamment. Nous avions un maître, un grand maître. Il nous forme, il nous donne des coups. Pas des coups pour nous tuer, mais des coups pour nous faire avancer. Dire, les enfants, mes jeunes frères, regardez l'horizon. L'horizon est lumineux pour vous. Mettez-vous au travail, battez-vous. N'acceptez pas la plaisanterie dans le travail. La Côte d'Ivoire est trop sérieuse. L'économie, là-dessus, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. On peut confier même toute l'Afrique à Alassane Ouattara. Il peut gérer toute l'Afrique. L'actuel président du tout premier Sénat de Côte d'Ivoire, Jeannot Ahoussou-Kouadio, n'ira pas seul au RHDP. En bon leader, son peuple se met en ordre de bataille. Notre engagement au RHDP est plus que jamais intact. La course pour 2020 est lancée. On part directement dans la région du Tonkpi, précisément dans les départements de Man, Danane, Biankouma, Sipilou et Zouaoyen. Dans ces départements, 40% des pompes villageoises sont défaillantes. La bonne nouvelle ce soir, c'est que ces pompes seront réparées. Le coup d'envoi de cette opération a été donné à Man par le ministre Albert Mabritoakes. Le reportage de Gervais Kwasi commenté par Francis Boifou. La réhabilitation de la pompe à motricité humaine du village de Moulongouéné dans le département de Man marque le lancement du projet de rénovation des pompes dans la région du Tonkpi à l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'opération va durer 3 ans et permettra à terme de réhabiliter 556 pompes villageoises, portant ainsi à 1390 le nombre total de pompes à motricité humaine opérationnelles pour satisfaire les besoins des populations en eau potable dans les 5 départements de la région du Tonkpi, Man, Danane, Biankouma, Sipilou et Zouaoyen. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabritoakes, représentait le gouvernement à cette cérémonie. Non seulement nous allons éviter les maladies hydriques, mais mieux, nous allons aujourd'hui permettre à nos mamans de se reposer un peu plus, d'avoir donc moins de pénibilité dans la recherche de l'eau avec l'électricité que le programme du gouvernement lancé par le chef de l'État nous permet d'avoir dans l'ensemble des villages aujourd'hui. Vous verrez que dans quelques temps, nos populations vont commencer à boire de l'eau bien fraîche sortant des réfrigérateurs. La réparation des pompes dans le Tonkpi s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. On ne peut que remercier le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour ce grand geste, ce programme social qui aujourd'hui rejaillit sur le Tonkpi. Pour éviter les pannes, le gouvernement s'est engagé à assurer l'entretien de ces ouvrages hydrauliques durant 2 ans à travers la SODECI, l'ONEP et le BNET. On en vient au 3e titre de ce 20h. C'est votre dossier EcoPlus avec cette préoccupation. Que devient l'ancienne boucle du cacao? Comment la région du centre a-t-elle perdu sa place de premier producteur de cacao? Élément de réponse dans le dossier EcoPlus de ce soir, et c'est avec Jean-Louis Gbangbo. Ara, région du Moronou, ville agricole par excellence. Nous sommes à environ 200 km d'Abidjan. Et comme pour la plupart des agriculteurs de la région, Nganza Tano tire l'essentiel de ses revenus de la culture du cacao. Je fais même limite à un de mes cousins. De l'autre côté, j'ai un grand frère. J'ai un neveu qui est de l'autre côté là-bas. Quand on dit que cacao, il y en a encore ici, là, sincèrement, il y en a. Les terres sont vieillissantes, mais les zones où on s'intéresse à mieux traiter, là, ça fait qu'on peut avoir toujours cacao. La plantation de Nganza couvre une superficie de 10 hectares et la maintenir en bon état reste un défi quotidien pour ce paysan. Car la cacaoculture, aujourd'hui à Ara, reste confrontée à d'énormes difficultés. La forêt en tant que telle, là, il n'y en a pas. C'est les petits jacers là qui sont restés. Ceux dont on a utilisé, ça n'a pas réussi. Et on reprend. Et non seulement ça, on utilise des engrais. Actuellement, des engrais, moi j'ai utilisé plus de 3 ans d'engrais ici. Raréfaction et appauvrissement des terres,
impliquant un recours accru et coûteux aux produits phytosanitaires. Ce sont là quelques raisons qui plombent l'activité des producteurs de cacao de la région. Les terres sont fatiguées, mais on est toujours prêt à le faire parce que c'est là notre vie. On n'a pas autre chose à faire que le cacao. Les zones où la boucle est partie, par exemple, San Pedro et autres là, à cause du tonnage là aussi, fait que tous les regards sont là-bas. Pour ce paysan, le déplacement de la boucle du cacao a fait perdre beaucoup d'avantages aux cacaoculteurs de la région. Nganza Tano n'est pas le seul nostalgique de la période où cette boucle du cacao se trouvait dans cette région. Bernard Tiendrebeogo se rappelle encore de l'âge d'or du cacao, désormais relégué au calendrier grec. Depuis les années 65, 70, en tout cas ici, il y avait vraiment du cacao. Mais après, quand ils sont devenus vieux, nous, on est venu prendre le relais. Il n'y a plus de cacao comme avant. La sécheresse a tout tué. Il ne pleut plus comme l'habitude. Quand tu fais un champ, il faut compter au moins 10 ans dans la même parcelle. Tu plantes ta mère, ça plante sa mère. Tant que tu n'as pas courageux, franchement, tu peux pas. Il faut vraiment des hommes courageux pour le faire. Le nombre des producteurs ainsi que des surfaces de cacao de la région s'est réduit comme peau de chagrin avec l'accumulation des difficultés. Oui, ici, il y a cacao. Il y a tout planté. Mais ce qui a fait que c'est mort là, je ne sais même pas. Quand il pleut, on ne peut pas venir. Il y a des coins, même c'est praticable, même, malgré qu'il n'y a pas plu, mais tu ne peux pas prendre un camion partir là-bas. Hein? Comment vous faites pour les défouler? Mais des fois, on prend le vélo, on est des fois obligé de prendre des motos là, prendre un sac, venir mettre où le camion peut arriver. Et puis c'est par là on transfère pour partir en ville. Mais Nganza a choisi de résister. À la tête d'une coopérative d'une centaine de producteurs de cacao à Ara, il se bat pour maintenir la culture dans la région. L'année passée, on était à 100 tonnes. C'est comme on n'a pas travaillé même. Mais au moins à l'heure là, cette année-là, on a 200, à peu près 220 tonnes. On est dans notre zone. Et tu ne veux pas te déplacer, aller dans une autre zone pour dire que tu vas prendre la terre là pour faire ta culture. C'est pour toi là. Donc il faut chercher, c'est-à-dire à l'accompagner pour donner encore une richesse pour pouvoir se faire développer et puis donner assez de tonnage qu'on souhaite. L'appellation des boucles du cacao attribuée à cette région remonte aux années 50. La région du centre-est détenait entre 22 et 28% des surfaces cacaoyères cultivées dans le pays, pour une production qui couvrait les 28% de la production nationale. Ses principaux producteurs étaient Yao Fils Pascal, Kwame Bediakon ou Sansan Kwao, tous lauréats de la célèbre Coupe nationale du progrès. Aujourd'hui, la boucle s'est déplacée, mais certains producteurs comme Awo Tano s'évertuent à perpétuer la tradition. Double détenteur du prix du meilleur producteur de cacao de la région, il reste toutefois loin des records de ses illustres devanciers. Les temps ont beaucoup changé. Ce n'est plus comme avant. Il n'y a plus assez de terres cultivables ici et nombreux sont ces planteurs qui ont émigré vers d'autres régions, laissant l'abandon de leurs plantations. L'appauvrissement des terres a fortement contribué à la chute de la production de cacao ici. Son prix, Awo Tano l'a obtenu grâce à ses 80 hectares de plantation de cacao. Ceux-ci lui ont rapporté 57 tonnes en 2018, soit un peu plus de 42 millions de francs CFA. Mais l'octogénaire pense que son rendement aurait été meilleur n'eût été les conditions climatiques désastreuses. Notre principal problème ici, c'est le climat qui a beaucoup changé. Voyez-vous même ces feuilles de cacao, comme elles sont en mauvais état. Les plants vont mourir s'il n'y a pas de pluie et il n'y aura pas de récolte. C'est cela la raison de notre recul. La jeune génération n'a pas le courage de continuer la culture de cacao parce qu'elle n'est pas patiente. Aujourd'hui, pour réussir une plantation, il faut patienter jusqu'à 10 ans. Alors, la nouvelle génération préfère s'orienter vers des cultures comme l'EVA ou l'anacade. La production nationale de cacao avoisine aujourd'hui les 2 millions de tonnes. La région du centre-est, elle, a perdu sa place de premier producteur de cacao depuis les années 70. Plusieurs initiatives sont menées en vue de reconquérir ce rang qui a longtemps fait la fierté de toute une région et qui pourrait entraîner avec lui de nouveaux investissements. Ce que devient l'ancienne boucle du cacao, c'était le dossier Eco Plus de ce soir, signé Jean-Luc Gbangbo. Dans le domaine de l'hydrocarbure, la Côte d'Ivoire signe 4 contrats pétroliers. Ces signatures sont le résultat des négociations entre la partie ivoirienne et des partenaires privés. Le reportage de Jean-Luc Gbangbo. La signature de ces contrats de partage entre la Côte d'Ivoire et les 2 majors français et italiens porte sur 4 blocs pétroliers situés au large des côtes ivoiriennes.
les blocs CI 705 et CI 706 pour le groupe Total et les blocs CI 501 et CI 504 pour Eni. Un renouvellement de la confiance pour le bassin sédimentaire ivoirien. La présence renouvelée et l'engagement d'Eni témoignent l'intérêt stratégique que dans la Côte d'Ivoire de notre entreprise. Nous avons déjà procédé à 6 opérations de forage et nous sommes là pour continuer et effectivement contribuer au développement de l'industrie pétrolière de la Côte d'Ivoire. Les deux majors sont déjà détenteurs de blocs pétroliers en Côte d'Ivoire et travaillent ensemble sur le bloc CI-100. Pour le gouvernement ivoirien, l'espoir est que tous ces efforts d'exploration aboutissent à la découverte de gisements commercialement exploitables. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 48 blocs pétroliers. Sur les 48 blocs pétroliers que nous avons, 4 blocs sont en production. Et nous avons 24 blocs qui sont en exploration. Malheureusement, au cours des 20-30 dernières années, nous n'avons pas fait de grandes découvertes encore en Côte d'Ivoire. Et nous espérons qu'avec ces signatures qui ont lieu aujourd'hui, dans quelques années, nous pourrons nous retrouver pour célébrer la découverte pourquoi pas d'un puits gazier ou d'un puits pétrolier. Les 4 blocs sont tous situés en eau profonde, à l'exception du bloc CI 705, dont la moitié environ est en eau peu profonde, c'est-à-dire à moins de 200 mètres de profondeur. Les périodes d'exploitation pour chacun des blocs est de 7 ans. L'Union européenne réhabilite et équipe l'école régionale d'agriculture d'Abengourou à hauteur de 800 millions de francs CFA. C'est un soutien que l'UE apporte à la Côte d'Ivoire dans sa politique de formation professionnelle. Le reportage complet d'Eman Niamien dans nos prochaines éditions. En politique, la nouvelle formation politique dénommée Alliance pour une nouvelle génération de la Côte d'Ivoire a tenu son premier pré-congrès. L'Alliance se dit proche de l'idéologie du RHDP. Regardez. L'Alliance pour une nouvelle génération en Côte d'Ivoire. L'APNGC est le dernier né des partis politiques. Il a été porté sur les fonds baptismaux par Guesso Boni Marcel, candidat malheureux aux récentes élections municipales. Il veut participer à la consolidation de la paix, de la cohésion et à l'unité entre les Ivoiriens. Son parti, l'APNGC, est proche des idéaux prônés par le RHDP, qu'il entend rallier. Mon parti politique soutient le RHDP. Le RHDP est un parti au pouvoir qui fait du social. Et j'ai créé ce parti pour faire aussi le social. L'APNG est un parti politique créé pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Un pré-congrès de cette nouvelle formation politique s'est tenu récemment dans la localité de Rubino. Le parti compte installer des sections sur toute l'étendue du territoire. Le tour de l'actualité sur le continent au pas de course. Commençons par le Burkina Faso, où la Cour de cassation française valide l'extradition de François Compaoré à Boussanogo. La Cour de cassation française valide l'extradition de François Compaoré vers son pays, le Burkina Faso. Cette validation faite ce mardi par la Cour est synonyme du rejet du pourvoi déposé par le frère de Blaise Compaoré. François Compaoré est mis en cause par la justice burkinabé dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. En ce qui concerne l'effectivité de cette décision, une autorisation par décret du gouvernement français est attendue. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne l'usage de la force par les autorités soudanaises contre les manifestants. Il appelle à l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités sur les 13 morts du Khartoum intervenus lors de la dispersion de manifestations. Le Conseil militaire de transition met un terme aux négociations engagées avec la partie civile. Un scrutin national et régional est prévu d'ici 9 mois. Ce délai prend en compte la formation d'un gouvernement. Selon les derniers bulletins du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo, plus de 2000 personnes ont contracté le virus Ebola et 1346 sont décédées. Les autorités congolaises soulignent leur satisfaction d'avoir réussi à circonscrire l'épidémie dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. Dans le classement de l'histoire de la maladie la plus grave, Ebola occupe le 2e rang, avec 11 000 morts en Afrique de l'Ouest au cours de l'année 2014.
Tout à l'heure, à 20h50, votre émission RTI1 reçoit, supervisée par la direction des magazines. Comme invité, le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwayi, parlera de la gestion durable des ressources naturelles avec Adama Kone, journaliste à RTI1, et Félix Boni, journaliste à l'Inter. Le décor est prêt. Rendez-vous donc à 20h50. Et c'est la fin de ce journal. Bonne fête de Ramadan à tous. Demain, la reprise.